Je remercie les organisateurs pour cette invitation et pour le challenge, comme l'a noté Thierry, de décrire une période tellement complexe et tellement riche en à peine 20 minutes. Étant donné que je ne suis pas encore rémunéré pour mon activité de recherche, je vous laisse donc libre appréciation de la qualité de ce que je vais vous dire maintenant. Alors, en fait, à partir de la publication de l'origine des espèces, commence une période incroyablement trouble dans les conceptions transformistes et évolutionnistes, qui ne trouvera qu'un début de solution et encore partiel avec la synthèse moderne dont il sera question plus tard. Et donc, pendant cette période-là, énormément de théories concurrentes, partiellement ou totalement, vont être développées, des théories qui, pour l'immense majorité, laissent une place infime au concept de sélection naturelle, et donc qui sont des alternatives au darwinisme, même si parfois elles vont se présenter comme des compléments au darwinisme de Darwin. Alors, comme le temps est compté, je vais évidemment couper dans cette complexité historique quelques grandes structures. Et donc je vous propose de balayer cette histoire en deux parties essentiellement. Une première partie qui traitera des théories qui voient l'évolution comme guidée essentiellement par des forces internes au vivant. C'est ce qu'on appelle en général les alternatives structuralistes au darwinisme. Alors structuralistes dans le sens où c'est la structure même de l'organisme qui va contraindre le cours de l'évolution. Alors, il y a deux possibilités de concevoir de telles théories. Une première possibilité fait appel à une conception très graduelle de la transformation. Et ces conceptions structuralistes et graduelles de la transformation, en fait, elles vont très vite être reconnues sous l'étiquette de l'orthogenèse. C'est un terme qui va être formé par le biologiste allemand Haeckel en 1893 et qui va être largement popularisé par son collègue Eimer, un zoologiste allemand également, à la fin des années 1890. Donc le terme apparaît à ce moment-là, mais l'idée générale d'une évolution rectiligne et graduelle, en fait, est une idée d'ancrage plus ancien, et je vous propose de l'illustrer avec les travaux des paléontologues américains, notamment ceux de Edward Drinker Cope et ceux de Alpheus Hayat. Alors, ce sont donc des paléontologues américains, Cope qui travaille essentiellement sur les mammifères du tertiaire, Hayat, lui, qui travaille plus, enfin, qui est même exclusivement un spécialiste des invertébrés. Et tous les deux vont proposer, d'abord de manière presque indépendante, une théorie de l'évolution en fait très prédéterminée. Et la forme la plus dure de cette orthogenèse, en fait, elle est due à Alpheus Hayat, qui va proposer une conception de la sénilité phylétique de l'évolution. Alors, cette conception, il illustre de manière magistrale dans un mémoire, dans une monographie de 1880, qui est consacrée à l'étude des planorbes de Steinheim, un gisement très connu à l'époque, parce qu'il offre une stratigraphie quasiment continue, et donc il permet d'avoir une définition très fine de ce qui s'est passé au cours du temps pour l'évolution de ces animaux. Alors, ce qui est passionnant quand on regarde ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va finalement imposer ses conceptions théoriques au matériel empirique dont il dispose, puisque pour Hayat, l'évolution des lignées, elle suit des étapes totalement prédéterminées. D'abord, une étape de développement des espèces que l'on considère, et puis ensuite une période de maturité des espèces et finalement une période de vieillissement des espèces qui va se traduire obligatoirement par l'extinction de l'espèce. Et là, il faut bien comprendre que par rapport au biologiste, le paléontologue, lui, il est conscient de manière quotidienne du fait que les espèces, elles s'éteignent. Et ce phénomène d'extinction, il doit être pris en compte dans la théorie de l'évolution. Alors, sur cette planche, vous avez en fait trois lignées qui montrent une évolution progressive, qui se marque par différents caractères, qui sont évidemment des caractères reconstruits a posteriori, donc ce sont des raisonnements totalement circulaires. C'est parce qu'il décide que ça, ce sont des caractères progressifs, qu'il va ranger ces fossiles dans cet ordre-là. Et donc, de manière totalement stupéfiante, en fait, il prend des distances par rapport aux renseignements stratigraphiques que donne l'étude de ce site fossilifère.
Alors, en l'occurrence, les caractères progressifs sont l'augmentation de la taille, l'épaississement de la coquille, le développement de l'ornementation et, par exemple, le bombement de la coquille. Et donc, les 3 premières lignées montrent cette évolution progressive. A l'inverse, l'autre partie de la reconstruction montre une évolution régressive, puisqu'on voit en fait que tous ces caractères qui sont censés être des gains dans l'organisation sont présents de manière de moins en moins marquée au fur et à mesure, non pas du temps, puisque finalement il prend ses distances vis-à-vis du temps, mais de ce qu'il pense être le cours réel de l'évolution. Donc ça, en fait, c'est la réinterprétation par Hayat d'un gisement très connu à l'époque en Europe et qui avait donné lieu à d'autres interprétations plus standards et plus classiques, par exemple celle du paléontologue allemand Hilgendorf, 14 ans auparavant. Alors Hilgendorf, lui, il présente quelque chose de beaucoup plus phylogénétique au sens standard du terme, avec des branchements successifs, et il est beaucoup plus proche, en fait, de ce que donne le signal stratigraphique. Donc on voit bien la différence entre ces deux conceptions de l'évolution. Dans un cas, on a une conception prédéterminée de l'évolution, avec des stades de développement obligatoires, alors que finalement, Hilgendorf, lui, propose simplement une tentative d'élaboration phylogénétique à partir des données empiriques. Alors, l'orthogénèse va être un mouvement particulièrement florissant dans la paléontologie parce que, évidemment, ça a l'air de particulièrement bien fonctionner lorsqu'on regarde les enregistrements fossiles. Et il y a des cas tout à fait exemplaires de ce type d'orthogénèse à l'époque qui sont découverts. Alors, les 2 plus célèbres, à mon avis, sont l'élan d'Irlande, qui est présenté sur l'image du haut. Ça, c'est la photo du spécimen qui se trouve à la galerie de paléontologie du muséum. Et en fait, on ne comprenait pas comment, à partir de bois de taille plus ou moins standard, un animal avec des bois tellement démesurés avait pu apparaître. Et l'idée à l'époque, c'était de dire que simplement l'orthogénèse, une évolution donc rectiligne, avait fini par produire des caractères complètement non adaptatifs, au point d'entraîner l'extinction de l'espèce. Donc, pour ces gens-là, l'extinction est la fin obligatoire de l'évolution. Et un autre exemple très célèbre à l'époque, c'est le tigre à dents de sabre, qui est présenté donc sur la photographie du bas. Et donc, de la même façon, on expliquait la croissance exagérée et hypertrophiée des dents de cet animal par une évolution totalement orthogénétique. Donc voilà en quelques minutes ce qu'on peut dire des paléontologues et de l'orthogénèse. La variation est conçue comme graduelle, c'est-à-dire que ça se fait au cours de milliers, de centaines de milliers, de dizaines de milliers de générations, et elle n'est repérable que parce que nous avons un enregistrement fossile qui couvre ces grandes distances, enfin ces grandes durées, paléontologiques. Alors, une autre manière de concevoir l'évolution comme étant guidée par des forces internes au vivant, internes dans le sens où a priori, elles ne sont pas du tout corrélées avec des changements dans l'environnement, c'est le mutationnisme, dont Thierry a un tout petit peu parlé avec Hugo de Vries. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variation brusque des êtres vivants. Alors, donc Hugo de Vries, il est aussi connu pour la redécouverte des lois de Mendel, mais comme l'a signalé Thierry tout à l'heure, en fait, pour lui, ce n'était pas quelque chose de très important dans sa carrière scientifique. Et il va assez vite se détourner d'une conception standard du mendélisme. Alors malheureusement, il y a encore beaucoup de contresens qui sont faits sur sa théorie de la mutation, et par exemple dans un récent journal qui présente un numéro hors série sur l'évolution, on voit le mutationnisme d'Hugo de Vries, alors c'est pas très net, je ne sais pas si vous voyez, qui est incorporé dans le tronc génétique de la filiation des idées, alors qu'il est clair que pour Hugo de Vries, sa théorie de la mutation est une théorie de l'évolution, et pas du tout une théorie de l'hérédité. Donc ça, c'est une chose, je pense, importante à rappeler pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Alors justement, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Eh bien, déjà, il a voulu rendre expérimentale l'étude des process, des mécanismes de l'évolution, ce qui, pour l'instant, lui paraissait être la lacune majeure des théories de l'évolution telles qu'elles étaient présentées à l'époque. Et donc, il va vouloir, à partir d'un matériel empirique réel, en l'occurrence le notaire de Lamarck, qui est présent ici, essaie de donner des lois de production des espèces. Alors, ces œnothères, il va les cultiver dans son laboratoire à Amsterdam, c'est un botaniste hollandais, et à partir de ces mises en culture, il va pouvoir suivre de manière très précise, en procédant à l'autofécondation des plants, le suivi de ces différentes plantes et des modifications qu'elles peuvent éventuellement arborer.
Alors, de manière très modeste, dans son livre, on lit en frontispice « L'origine des espèces est un phénomène naturel », Lamarck, « L'origine des espèces est un sujet de recherche », Darwin, et « L'origine des espèces est un sujet d'étude expérimentale », De Vries. Donc vraiment, son but premier, c'est de faire rentrer l'évolution des espèces dans le cadre des sciences expérimentales. Alors, qu'est-ce qu'il va observer avec ces cultures de notaires ? Eh bien, en fait, il va observer au fur et à mesure du temps, donc voilà un récapitulatif de 10 années de recherche dans son laboratoire d'Amsterdam, la production régulière de nouvelles formes phénotypiques, même si le terme n'existe pas encore à l'époque. Mais j'insiste quand même sur le fait que la mutation pour Hugo de Vries est un processus phénotypique de grande ampleur, et pas du tout la mutation telle qu'on l'entend actuellement comme évidemment variation du matériel héréditaire. Donc il va observer la production régulière et successive de types qui finalement présentent les mêmes structures. Donc comme pour les orthogénistes de tout à l'heure, la formation de nouvelles espèces ne doit rien finalement aux contraintes apportées par le milieu, mais elle doit tout à la structure propre de l'organisme vivant. Et donc à partir de l'obtention de ces résultats, il va inférer une généralisation sur le cas des œnothères, et en fait il va essayer de reconstruire la production des différentes espèces à partir d'une souche ancestrale. Alors ce qu'on distingue nettement sur ce schéma, c'est qu'il y a des périodes de stabilité complète et des périodes qu'il appellera des périodes de mutabilité, pendant lesquelles les êtres vivants sont capables de produire un grand nombre d'espèces différentes, sans égard à l'adaptation au milieu environnant. Alors, conclusion sur cette première partie, l'évolution structuraliste, finalement, ça a l'air très différent si on compare ce que fait Hugo de Vries avec ce que font les paléontologues américains. Alors, est-ce que c'est simplement une reconstruction des historiens de dire que ça, ce sont des alternatives structuralistes au darwinisme, ou est-ce qu'on pourrait trouver des indices qui nous montrent que vraiment ce sont deux conceptions qui ont des racines communes? Alors, la réponse est oui, et en plus elle est française. Par exemple, en France, on a quelqu'un qui, à l'époque, s'appelle Charles de Perret, qui est un paléontologue très connu aux alentours de 1900, qui, en 1907, écrit un livre qui est une sorte de bilan de ses conceptions. Et dans ce livre, en fait, il associe les conceptions orthogéniques de l'école américaine et précisément les idées d'Alpheus Hayat, qu'il va citer spécifiquement, avec le mutationnisme de Hugo de Vries. Et donc, par exemple, il dit « Ainsi, l'évolution des êtres fossiles présenterait deux mécanismes distincts, l'un continu et pour ainsi dire normal, par lequel les rameaux phylétiques, une fois formés, se développent lentement et par mutation graduelle, suivant certaines lois qui les conduisent fatalement à la sénilité et à l'extinction. » On reconnaît l'orthogénèse des paléontologues. L'autre, intermittent, et par lequel des rameaux nouveaux prennent naissance en divergeant des rameaux plus anciens et déjà plus ou moins évolués. L'autre, moins bien démontré, le livre est écrit en 1907, la théorie de la mutation d'Hugo de Vries est publiée en allemand en 1901 et en 1903, donc c'est vraiment des recherches très récentes, mais d'allure plus rapide, dont les explosions ou créations brusques d'espèces étudiées par de Vries sur quelques plantes actuelles peuvent sans doute nous donner une idée. Donc il associe clairement les deux, montrant que l'évolutionnisme structuraliste a vraiment cette double composante. Alors, il y a même un cas encore plus exemplaire, parce que beaucoup plus connu dans l'histoire, si on revient cette fois-ci aux États-Unis, c'est un des élèves des paléontologues que j'ai cités précédemment, Henry Osborn. Alors, il est très connu pour ses travaux sur les titanothères, donc des espèces de mammifères du tertiaire, travaux dans lesquels il montre comment la transition entre des espèces de petite taille avec des cornes peu développées se fait de manière graduelle et orthogénique vers des espèces de grande taille avec des cornes très développées, et clairement travaux qui ne font aucune place à la sélection naturelle. Il le dit juste en dessous de l'image que je vous propose. Et alors, quelque chose que j'ignorais complètement il y a encore quelques semaines, c'est qu'en fait, il a été aussi un des principaux artisans du concept de radiation adaptative. Alors, on a du mal, a priori, à concevoir comment quelqu'un qui pense l'évolution comme une orthogénèse rectiligne est capable, en même temps, de proposer des modèles de radiation adaptative, un concept largement utilisé pour expliquer comment les mammifères au tertiaire ont pris la place, la taille et les niches écologiques des dinosaures du secondaire. Et donc voilà son travail, une monographie absolument incroyable sur les proboscidiens, c'est-à-dire les ancêtres des éléphants actuels. Et dans ce travail, donc, il présente cette figure de diversification des proboscidiens, et vous voyez en bas à gauche, encadré en rouge, adaptative radiation. Donc il explique ceci par une évolution cette fois-ci buissonnante, parce que lui aussi
il fait appel, en même temps qu'à l'orthogénèse graduelle, il fait appel au mutationnisme pour expliquer cette explosion de diversité dans toutes les directions. Donc voilà pour la première partie sur les alternatives structuralistes au darwinisme. Darwin, lui, explique l'évolution surtout du point de vue des contraintes apportées par le milieu au travers du mécanisme de sélection naturelle. Et en fait, à l'époque, d'autres personnes et d'autres courants de pensée vont vouloir expliquer l'évolution en termes d'adaptation au milieu, mais sans passer par le détour de la sélection naturelle, par des mécanismes et des moyens beaucoup plus directs. Alors, en France, on a un exemple parfait de ça. Donc là, je vais parler de l'évolution qui est guidée par les forces externes au vivant, c'est-à-dire les alternatives adaptationnistes au darwinisme. Et le cas français, c'est évidemment le cas du néolamarckisme français. Donc cette fois-ci, l'évolution est comprise comme entièrement contrainte par les caractéristiques du milieu. Alors, ce néolamarckisme français, c'est une tradition extrêmement riche depuis la fin des années 1870 jusqu'à une date presque indéterminée dans le présent, selon différentes écoles. Alors voilà les principaux néolamarckiens français aux alentours de 1900. Ce sont des gens qui occupent les plus hauts postes de la recherche universitaire française à l'époque, aussi bien à la Sorbonne qu'au Muséum d'histoire naturelle, donc je pense que certains noms vous seront familiers. Alors, comment est expliquée l'évolution ? D'une part, donc, le milieu est la cause mécanique de la variation. Ça veut dire que c'est lui qui va contraindre la manière dont les organismes se transforment. Alors, ce qui a convaincu beaucoup de biologistes français à l'époque de cette façon de concevoir l'évolution, ce sont notamment les travaux de Gaston Bonnier, les travaux de culture comparée de végétaux. Donc, en prenant un même individu et en plantant certaines boutures dans des stations d'altitude et d'autres dans des stations de plaine, eh bien, en fait, comme c'est indiqué sur l'image de gauche, on observe d'énormes différences de morphologie qui sont en fait interprétées comme des adaptations aux conditions différentes d'éclairement, de température, d'humidité, etc., etc. Donc une fois que ces cultures en champ vont être réalisées, en fait Bonnier va vouloir aller plus loin dans l'explication et donc il va créer à la fin des années 1880, un laboratoire de botanique expérimentale pour essayer de comprendre précisément quel est le déterminisme qui vient de l'extérieur et qui conduit l'individu à se transformer de cette façon. Et donc là, vous avez une photographie de Bonnier avec ses élèves dans son laboratoire de Fontainebleau. Alors, un autre botaniste qui va beaucoup contribuer à ce genre de travaux, c'est Julien Costantin. Donc Bonnier est à la Sorbonne, Costantin est au Muséum d'histoire naturelle, et donc un peu de manière équivalente à Bonnier, il va réaliser des cultures expérimentales en faisant varier les conditions, en montrant que les variations de conditions entraînent des variations, certes dans la morphologie, comme l'avait déjà montré Bonnier, mais aussi dans la physiologie des plantes, et jusqu'au niveau des tissus cellulaires et de la composition chimique des différentes cellules. Donc en fait, on voit bien que le milieu a une influence drastique sur la structure des êtres. Alors, cette conception où le milieu est compris comme la cause primordiale de l'évolution, elle va rester très présente en France jusque très tard au XXe siècle, et elle est parfaitement rappelée par Étienne Rabot en 1920. Je lirai juste le début de la citation. « Émanée du milieu, la matière vivante ne cesse point de lui appartenir ». On voit bien toute la différence qui sépare cette conception des conceptions dont j'ai traité précédemment. Alors, d'ailleurs, les expériences de De Vries en France, elles vont être critiquées parce que justement, on a l'impression que ce ne sont pas des expériences et que finalement, ce sont simplement des observations, certes très minutieuses et très rigoureuses, mais, donc comme le dirait le Dantec, consciencieuses, mais non expérimentales, parce qu'il manque justement cette cause de la variation, dans le cas de Vries, de la variation de ces plans de Noether. Et donc en France, en fait, il va y avoir certaines personnes pour s'intéresser aux travaux du mutationnisme en essayant de les raccrocher à cette conception que c'est le milieu qui doit être compris comme la cause de l'évolution. Le principal à faire ça à l'époque, c'est Louis, alors je ne sais jamais comment on prononce son nom, donc moi j'ai pris l'habitude de dire Blaringham, mais ça ne doit pas être comme ça. Et donc c'est un des élèves de Costantin qui va essayer de montrer qu'en fait les mutations sont inductibles par des variations du milieu. Et ces mutations sont d'ailleurs partiellement héréditaires dans certains cas, et donc elles doivent intéresser directement l'évolution des espèces. Donc voilà comment en France, en fait, on essaye de reprendre des travaux qui viennent de l'étranger en les coulant dans le moule conceptuel de l'époque où le milieu joue un rôle prépondérant. Alors, évidemment, pour que ces modifications soient significatives du point de vue phylogénétique, il faut qu'elles puissent être additionnées par l'hérédité des caractères acquis. Et c'est là que les Français vont rencontrer tout un tas de problèmes théoriques et expérimentaux.
Alors, simplement pour quand même montrer qu'il y avait de très rares résultats positifs à l'époque, là, vous avez une expérience conduite aux alentours de 1900 à La Réunion qui montre qu'en fait, certaines modifications liées à l'acclimatation peuvent être transmises de manière héréditaire. Alors, je rappelle simplement le contexte. Weissmann et les physiologistes allemands vont s'empoigner à propos du cas du cerisier du Sri Lanka, parce que ce cerisier montre une adaptation au climat différent évidemment de cette île de l'océan Indien. Et pour les physiologistes allemands, cela montre l'hérédité des caractères acquis. Pour Weissmann, cela ne montre rien, puisqu'on ne passe jamais par un stade de reproduction sexuée. En fait, les cerisiers sont reproduits par simple bouture. Donc finalement, c'est le même individu qui perdure de génération en génération. Et donc, Edmond Bordage, lui, va vouloir trancher ce débat en prenant un matériel un peu différent, parce que justement le cerisier ne permet pas de trancher le débat, il ne se reproduit pas de manière spontanée et sexuée. Et donc lui, il va faire le même genre d'expérience avec les pêchers qui ont été introduits sur l'île de la Réunion, et qui montrent une adaptation au climat plus chaud de cette île, par le fait qu'ils ne perdent plus leurs feuilles à aucun moment de l'année. Donc on a là l'exemple d'un caractère acquis. Reste à montrer qu'il est héréditaire, et en fait, Bordage va montrer que ce caractère perdure, quand bien même on plante de nouveaux pêchers, c'est-à-dire quand on passe par un phénomène de reproduction sexuée, et surtout quand on les plante dans des stations où le climat est européen. Donc en faisant varier l'environnement dans le sens inverse, en passant par un phénomène de reproduction sexuée, on maintient au moins partiellement le caractère, donc il y a acquisition, ici, il y a transmission héréditaire d'un caractère acquis. Donc voilà comment était conçue l'évolution pour les néolamarckiens français, variation et ensuite transmission héréditaire. Alors, si on fait un rapide bilan de tout ce que je viens de dire, est-il possible de trouver des points communs à ces conceptions non darwiniennes de l'évolution ? Eh bien oui, enfin, à mon sens on peut, ce sont dans tous les cas des conceptions, des théories évolutionnistes de l'être vivant. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'une part que l'évolution opère tout entière à l'échelle de l'organisme individuel. Donc en fait, il y a une parfaite homogénéité entre l'ontogénèse et la phylogénèse. Ce sont deux phénomènes totalement homogènes du point de vue des processus et totalement imbriqués du point de vue de la causalité phylétique sur laquelle finalement ils débouchent. Preuve en est, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais l'école paléontologique américaine donc, se construit d'une part sur l'idée d'une orthogénèse des espèces et d'autre part sur l'idée que l'ontogénèse d'un organisme récapitule la phylogénèse de l'espèce à laquelle il appartient. Donc on a vraiment une parfaite identité entre ces deux processus. Alors vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'évolution est un processus totalement physiologique, lié au fonctionnement vital. Et donc on pense à l'époque que si on comprend la manière dont s'établit la vie, c'est-à-dire si on a une théorie de la vie, on va pouvoir en dériver une théorie de l'évolution, parce que l'évolution est un sous-produit du fonctionnement vital des individus. Alors, où est-ce que cela nous mène pour le présent ? Eh bien, en fait, évidemment, ce qui va se passer au XXe siècle, c'est que l'évolution va être comprise à l'échelle des populations, en termes sélectifs, et puis depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, l'idée de contraintes internes qui ne seraient pas guidées par le milieu refait surface, et son actualisation, c'est bien sûr le courant de l'Evo-Devo, et un des grands challenges de l'Evo-Devo, c'est de réconcilier, c'est d'arriver, et c'est probablement conceptuellement très compliqué, à concilier à la fois un sélectionnisme populationnel de type darwinien, celui qui va triompher avec la synthèse moderne, et la prise en compte de contraintes ontogénétiques internes liées à la structure même des êtres vivants. Et donc voilà un des principaux challenges de la théorie actuelle de l'évolution, dont je suis sûr certaines personnes continueront de parler pendant les prochaines séances de ce séminaire. Je vous remercie. Merci Laurent Loison. Donc il y a le temps, je pense, pour une ou deux questions. Alors moi, puisque je voudrais poser une question, est-ce qu'il y a un rapport entre ce néo-lamarckisme français, tout à fait important et prégnant dans l'université française et le muséum, comme tu l'as montré, et le lysenkisme ?
et le lysenkisme importé en France par un certain nombre de biologistes français aussi, finalement un peu plus tard que la première moitié du XXe siècle. Mais... Alors, question très compliquée. Il y a plein de choses trappes dans cette question. Il y a, je pense, un lien entre les travaux de Michurin, qui était le maître de Lysenko, et certains travaux menés en France à cette époque. Mais je ne connais pas assez les travaux de Michurin pour l'assurer, mais il semble qu'il aurait notamment eu un certain intérêt pour les thèses d'Alfred Giard, un des personnages que j'ai présenté tout à l'heure. Donc ça pourrait être une forme de connexion. Après, dans la façon dont Lysenko a été reçu en France après la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y a beaucoup trop d'interférences politiques dans cette réception pour avoir, disons, une vision scientifiquement intéressante et apaisée de ce qui a pu se passer. Donc, il est certain qu'en France, l'idée d'une hérédité des caractères acquis a toujours eu un certain succès, bien après la théorie synthétique de l'évolution. Donc il y a eu un terreau favorable. Maintenant, la réception précise des thèses de Lysenko, je pense, doit beaucoup aussi à des idées politiques, et donc je me garderai bien de les commenter maintenant. Je suis désolé de botter un peu en touche sur cette question. Bien. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie les deux orateurs de cette session.